Une série où on entend dans une scène le morceau Fight the Power de Public Enemy ne peut pas être complètement mauvaise. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans leur regard When They See Us en anglais, la dernière série Uppercut, vraiment, de Netflix. La série dont tu ne sortiras pas indemne, c'est une série essentielle, encore une fois, c'est une série très utile, qui aurait pu être un véritable chef-d'œuvre si elle avait eu un peu plus de force dans sa mise en scène. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas aimé la série, bien au contraire, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé d'en faire une vidéo. Mais il manquait, allez, un petit chouïa d'audace dans la mise en scène pour que ce soit un véritable uppercut, un véritable chef-d'œuvre. Mais ne vous inquiétez pas, si vous avez regardé cette série, ou pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, vous allez vous en prendre plein la gueule. Alors de quoi ça parle dans leur regard? C'est tout simple. L'histoire de 5 jeunes gens, de 5 jeunes noirs à Central Park, dont un hispanique, qui vont se faire accuser à tort du viol d'une joggeuse. Et ça part tout simplement de ça, et ça va être les conséquences de cette accusation, etc., etc. Je vous en dis pas plus, bien entendu. Cette vidéo sera spoiler, pas tout de suite, je vous avertirai quand elle le sera. Pour l'instant, vous pouvez rester, vous êtes totalement tranquille. Cette mini-série est réalisée par Anna Duvernay. Anna Duvernay, c'est une réalisatrice noire qui a réalisé pas mal de courts-métrages et aussi des longs, dont un qui a récemment bidé. C'est un raccourci dans le temps, c'était un film donc pour Disney. Alors dans leur regard, c'est une série qui est construite donc en 4 épisodes, et ce qui est très étrange, j'en parlerai un peu plus dans la partie spoiler, c'est qu'on n'a jamais l'impression de voir la même chose au fur et à mesure des 4 épisodes. Pourtant, ça raconte la même histoire. Alors c'est un petit peu bizarre ce que je dis, je pourrais plus évidemment en parler dans la partie spoiler, mais il y a vraiment 4 parties qui se distinguent l'une de l'autre. Le reproche va se situer sur la mise en scène, comme j'en parlais un petit peu en début de vidéo. J'imaginais à la place d'Anna Duvernay un Spike Lee. Et là, je pense qu'on aurait atteint peut-être le chef-d'œuvre. Voilà, c'est-à-dire que je pense qu'un Spike Lee aurait insufflé plus de souffle, plus de puissance, plus de pessimisme aussi au propos, et serait peut-être allé moins chercher le pathos, allé moins chercher les sentiments dans certaines scènes. Des fois, je trouve que dans leur regard, malgré la puissance évocatrice de ce que ça raconte, et la façon dont des fois ça va être mis en scène, des fois je trouve qu'on flirte un petit peu avec les bons sentiments. Je suis pas sûr qu'un Spike Lee soit allé là-dedans, voilà, s'il avait pu le réaliser. Je pense qu'il aurait fait quelque chose de beaucoup plus cynique, de beaucoup plus dur, et on aurait eu, à mon sens, une mini-série beaucoup plus prise de conscience qu'elle ne l'est là, même si là, évidemment, vous inquiétez pas, on prend conscience de ce qu'est la justice américaine et des erreurs qu'elle a pu faire, mais je trouve qu'avec un Spike Lee, on aurait réellement eu plus d'audace, plus de puissance, peut-être aussi plus d'inventivité dans la mise en scène. Là, je trouve ça des fois un petit peu sage. On s'ennuie jamais, ça c'est clair, puisque l'histoire est tellement forte qu'on ne peut pas s'ennuyer. Mais j'ai envie de dire, heureusement que l'histoire est là. Parce que la mise en scène de la réalisatrice, pour moi, n'est pas assez puissante pour rendre l'œuvre aussi puissante qu'elle le mériterait. Beaucoup de gens vont être totalement satisfaits, mais je pense qu'elle est plus due quand même à l'histoire qu'à la réalisation. Et il y a quand même des choses qui, grâce à cette mise en scène, on va gagner. Peut-être qu'on aurait perdu justement avec Spike Lee, mais ça j'en parlerai dans la partie spoiler dès maintenant. Dans le premier épisode, on plante l'ambiance, on développe les personnages, on situe les personnages à Central Park, on situe l'événement qui va tout déclencher, mais ça de façon assez rapide. Et puis surtout, ce qui va être très prenant dans cet épisode, très choquant, c'est l'interrogatoire des 5 protagonistes. Parce que on va voir les flics les forcer à avouer des choses, à dire même des mensonges, c'est-à-dire des choses qu'ils n'ont pas commis. Et ça, à travers quelques scènes percutantes. Donc là, c'est vrai qu'on se dit à ce moment-là de la série qu'on est dans une œuvre extrêmement forte, proche d'un Spike Lee. Mais après, ça va un petit peu aller dans autre chose. La mise en scène va beaucoup s'assagir. Mais c'est vrai que ce premier épisode est très percutant en termes de mise en scène parce qu'elle filme de très près les visages, les gros plans, l'insistance des flics pour qu'ils fassent de fausses dépositions. Le personnage tenace interprété par Felicity Huffman qui veut absolument en faire des boucs émissaires par rapport à cette affaire, etc., etc. Donc on va avoir une succession de scènes comme ça, très très dures, avec les acteurs qui jouent extrêmement bien, les acteurs qui pleurent. Enfin bon, on a vraiment l'impression de se retrouver dans un vrai commissariat, en train d'assister à de véritables interrogatoires, mais alors pire que musclés, quoi. C'est presque de la torture. Le second épisode va un petit peu se calmer, mais ça va être toute la phase de procès, qui est intéressante, qui est un peu moins forte que le premier épisode, mais on va suivre toute l'évolution, en fait,
de ce procès. Et surtout ce personnage très intéressant, interprété par Vera Farmiga, le personnage de procureur, qui, elle, on se demande si elle est vraiment convaincue de les coincer. Elle est plus sous influence du personnage de Felicity Huffman, qui, elle, veut absolument les incarcérer. Mais elle, on a l'impression qu'elle n'est pas réellement convaincue parce que manque de preuves, parce que manque de trop de choses. Les témoignages ne correspondent pas, il y a plein de choses qui ne matchent pas. Donc elle arrive en tant que procureur, on se demande même comment ils vont être incarcérés tellement l'accusation est faiblarde. Alors que justement, la défense, l'avocat de la défense interprété par Joshua Jackson, elle est plutôt solide. Mais malheureusement, pour les 5 protagonistes, les 5 jeunes vont se faire finalement incarcérer. Donc un épisode 2 plutôt bien mené, bien fait, les scènes de procès sont intéressantes, manque encore un peu de punch je trouve dans la mise en scène, mais quand on rentre dans le vif du sujet, comme ce second épisode, ça commence quand même à moins blaguer. Le 3e épisode, ça y est, pour moi la série prend toute sa force, prend toute son ampleur. C'est l'épisode que j'appellerais l'épisode de la réinsertion. Le temps a passé, on suit les personnages dans leur retour en prison et comment ils voient leur monde respectif et comment les choses ont changé. Vont-ils pouvoir se réadapter? C'est la grande question que pose la réalisatrice à ce moment-là. Il y a des scènes très intéressantes d'un point de vue technique. Tu as une espèce de balayage de la caméra qui passe de l'appartement du père de Raymond Santana, donc l'hispanique qui s'est fait accuser, et qui passe en fait du salon où téléphone John Leguizamo à son fils qui est en prison. Ça passe de ça à la scène de son fils qui est en prison, et de balayage en balayage, le temps passe. Donc ça, techniquement, quand je parlais d'audace dans la mise en scène, ça c'est une belle scène, peut-être même digne d'un Spike Lee, et j'aurais voulu voir cette audace plus souvent dans la série. Malheureusement pour moi, elle n'y est pas assez, mais disons que c'est quand même assez intéressant. Il y a de très très grosses scènes dans cet épisode. La réalisatrice a décidé d'insister sur le personnage de Raymond Santana, et c'est vrai que là pour le coup c'est l'arc le plus intéressant en termes de personnage, notamment sa rencontre avec sa belle-mère qui ne l'acceptera jamais, qui le considère même encore comme un violeur. Raymond Santana ne trouve pas sa place tandis que son père lui est obligé de tout tempérer. Il y a une jolie scène où justement le personnage craque, qui n'arrive plus à retrouver sa place, sa chambre est complètement dénaturée par les nouveaux arrivants. Mais encore une fois, même si oui le personnage craque, oui, même si oui ça va te chercher de l'émotion, ça manque encore un petit peu de force dans la mise en scène, je sais, je suis chiant là-dessus, mais j'aurais voulu un peu plus. Dans cet épisode 3, on voit aussi tout ce que cette incarcération va faire sur les familles, c'est-à-dire sur les sœurs, sur les mères, sur les pères. En gros, ça va faire une tache d'huile, ça va eux aussi les condamner, ça va eux aussi changer leur destin. Pas que des 5 protagonistes qui sont en prison. Donc ça, c'est aussi des scènes très intéressantes, mais c'est vrai qu'on revient toujours sur le personnage de Raymond Santana, et lui, ça se passe mal avec sa réinsertion, même sa réinsertion entre guillemets auprès des filles. C'est vrai qu'on sent qu'il a du mal, même s'il arrive à concrétiser quand même. Il y a un moment donné, il trouve tellement pas sa place qu'il va devenir dealer de crack, il n'arrive pas à s'en sortir autrement. Tu sens une totale perdition du fait que la justice a fait une terrible erreur d'incarcérer ces 5 jeunes gens à tort, et ça, on peut dire que c'est quand même extrêmement bien montré. Alors évidemment, on va suivre l'arc des autres personnages qui sont en prison, mais je dirais que dans cet épisode 3, c'est quand même l'arc de Raymond Santana qui se détache le plus, qui est le plus intéressant, et on se dit, mais il en manque un, il manque le personnage de Corey. Et si on se disait que l'arc de personnage de Raymond Santana était le plus intéressant, c'était avant de voir l'épisode 4, qui lui va se concentrer sur l'arc le plus intéressant de toute la série, celui de Corey. On n'en parle pas dans l'épisode 3, et du coup, pendant l'épisode 4, on va y passer plus d'1 heure, et c'est pour moi le point culminant de la série. C'est là où la série atteint des sommets. C'est sur cet arc de personnage, et c'est là, effectivement, qu'il fallait situer tout ce que la réalisatrice avait envie de dire, justement, son propos sur la justice américaine, sur le manquement de la justice, sur les accusations à tort. C'est sur ce personnage qu'il fallait insister. C'est super intéressant de se focaliser sur ce personnage de Corey, parce que c'est un personnage qui est le plus impressionnable, et ce dès le début. C'est un personnage, tu as l'impression qu'il peut mourir à chaque instant. C'est un personnage qui est frêle, qui est un petit peu naïf, qui est très très vite déstabilisé, et le fait de passer plus d'1 heure sur lui, c'est juste génial, parce qu'on voit l'évolution de Corey. Et c'est ce personnage-là, limite, qui va vivre le pire. Il va être transféré de pénitencier en pénitencier. Il devra être mis à l'isolement pour éviter de se faire tabasser par les autres détenus. On en saura même plus sur sa famille dans des flashbacks forts émotionnellement, une mère larguée et droguée,
un grand frère aussi cherchant sa sexualité dû à une famille dysfonctionnelle qui était un repère pour Corey mais qui vole totalement en éclats. Alors il y a aussi une très jolie scène de flashback transformé où on voit ce qu'il se serait passé si Corey était resté dans ce petit KFC de quartier avant d'aller rejoindre ses potes dans le parc, s'il était resté avec sa petite amie. Et là on voit le fait qu'il reste avec sa petite amie et d'un seul coup on repasse à l'isolement, là où il passe clairement toute la majorité de l'épisode. On le voit avec sa petite amie dans l'isolement, la porte s'ouvre et ça s'ouvre sur Coney Island. Donc là, on a des scènes purement poétiques, de tendresse. Donc c'est vrai, ce que je disais par rapport à Spike Lee, c'est que ce qu'on perd en pessimisme, ce qu'on perd aussi en cynisme et ce qu'on perd en violence, bah on va le gagner en tendresse. Voilà, c'est peut-être ça aussi la force de la réalisatrice, c'est de pouvoir nous apporter de la tendresse, de la poésie, alors qu'on suit quand même quelqu'un qui évolue en prison, qui est trimballé de prison en prison et qui vit l'enfer. Et d'un seul coup, elle va réussir à nous caser cette scène-là, qui est une scène très très belle, touchante. Oui, qui joue sur les bons sentiments, c'est vrai, mais qui m'a pas dérangé plus que ça. Au contraire, qui m'a même procuré un petit peu d'émotion. Et on en a besoin, parce que c'est vrai que quand on suit cette évolution de Corey, c'est tellement l'enfer que, à la limite, cette scène est la bienvenue. Donc c'est un épisode passionnant où on va voir l'évolution de ce personnage, comment il va se transformer psychologiquement, comment il va devoir s'adapter en prison. C'est un des épisodes les plus durs, c'est un épisode qui fout le plus la rage. Heureusement, ça va bien se terminer pour ceux qui ont vu la série. Ils seront acquittés, je crois, en 2014, si je ne me trompe pas. Et à la fin de la série, on voit ce qu'ils deviennent avec les vrais visages des vrais protagonistes pour le coup. Et on voit que certains sont devenus conférenciers, certains qui ont lancé leur marque, et puis aussi certains qui vont œuvrer pour moins d'injustice, justement, là-bas aux États-Unis. Et donc la série se termine, oui, sur un happy end, on va dire ça comme ça, mais quand même, tu sens des vies brisées, tu sens que leur vie a changé à jamais, alors que dès le départ, ils étaient accusés à tort. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette fabuleuse mini-série. Il faudrait qu'il y en ait vraiment plus comme ça, même si oui, c'est vrai, je vais faire un petit peu la fine bouche sur certains trucs. Ça ne m'a pas du tout entaché la vision de l'œuvre. Regardez dans leur regard si vous ne l'avez pas vu. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Les épisodes durent entre 1h et 1h30. C'est percutant, c'est fort, ça joue extrêmement bien. Pour moi, c'est la deuxième série de Netflix très très forte après la première saison de Sortie de Réservoir et qui m'avait foutu un gros coup de poing dans la gueule aussi. Et je trouve que là, on atteint un peu la même force. Ça va peut-être même plus loin encore sur certains aspects. Donc vraiment à ne pas manquer dans leur regard. C'est pour moi une des meilleures séries que j'ai vues de l'année. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette série, si vous aimeriez bien en avoir d'autres de cette qualité, de ce calibre. Vous avez maintenant 2 liens pour soutenir la chaîne, le lien Utip, le lien Tipeee également. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!